Voilà, bon. Alors, c'est le dernier cours. Je n'arriverai pas tout à fait au bout, d'ailleurs. Pas réussi. Mais bon, on va aller le plus loin possible. Ça va être un peu long, je préfère vous le dire tout de suite. Je suis un peu désolé de cela, mais on devrait y arriver. J'espère que vous tiendrez le coup. Dans le cours précédent, il y a 15 jours, ça va? Ah oui, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ça va pas. J'ai du mal là. Alors, je vais me mettre moi un petit peu de travers comme ça. Je n'ai pas dedans. Oui, donc, dans le cours précédent, j'avais soutenu que pour lire Platon, mais plus généralement pour produire des anamnèses, puisque finalement lire Platon, c'est faire de la philosophie, c'est-à-dire produire des anamnèses, nous franchissons des échelles. J'avais donné l'exemple des échelles à poissons. Pour le dire autrement, nous remontons le temps. Et mon propre cours, le cours qui a lieu ici, pharmacon.fr, je l'ai défini comme une telle échelle. Moi-même, je vous sers d'échelle, en fait. D'échelle à poisson. Ces saumons que vous êtes. Mais cette échelle, à quoi je vous sers et qu'est mon cours, elle est elle-même constituée d'échelles, au pluriel. Dans la mesure où toute œuvre qui pense produit une anamnèse, c'est-à-dire une échelle. En réalité, une anamnèse, c'est une sorte d'échelle. C'est une remontée, je parle bien d'échelle à poisson, hein. C'est une remontée vers la source. Et de ce point de vue-là, nous sommes tous en train de nous faire la courte échelle, comme dans cette image charmante. Nous sommes tous en train de nous faire la courte échelle, et l'on pourrait dire avec Socrate que si tout véritable dialogue est une anamnèse, c'est ce que dit Socrate, un vrai dialogue c'est une anamnèse, on se remémore ensemble en dialoguant quelque chose, par exemple ce que c'est que la vertu dans mes noms. Si tout dialogue tente à dire vrai et à être aletheia, à produire l'aletheia, l'aletheia, ce qui sort du léthé, du latent, du caché, et produit en ce sens-là une anamnésis, alors nous serions tous toujours en train de nous faire alternativement la courte échelle. Lorsque nous dialoguons, en parlant vrai. Mais ce que j'appelle dialoguer, moi, ça ne veut pas dire que parler. Il y a 36 000 manières de dialoguer. On peut dialoguer en peinture, en musique, et finalement, en tout, finalement, en jardinant même. Car on peut jardiner vrai et faux aussi, je le crois. Quoi qu'il en soit, quant à la parole, toutes les prises de parole ne sont pas vraies, nous le savons bien. Le nombre de fois où nous parlons pour ne rien dire est sans doute supérieur, même très supérieur, voire infiniment supérieur au nombre de fois où nous disons quelque chose. Et je ne parle pas des fois où nous parlons pour mentir, pour séduire, pour tromper, à commencer par nous tromper nous-mêmes. Car les premiers que nous abusons, ce sont nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, lorsque nous dialoguons, et que nous pratiquons véritablement l'anamnésis dans le dialogue, nous remontons le temps, et ce cours lui-même, le cours que je donne ici, est une tentative de remonter le temps, sachant que nous sommes nous-mêmes situés sur une échelle, un peu comme le peuple juif dans le songe de Jacob, c'est ce que je vous disais il y a 15 jours. Et que cette échelle est aussi une échelle d'épreuve. C'est ce que dit la Bible. Alors, je vous avais dit, quant à moi, il y a 15 jours, que l'échelle par excellence, pour ce qui concerne notre temps, car on n'a pas besoin des mêmes échelles selon les époques, et en particulier l'échelle dont nous avons besoin, selon moi, pour pouvoir lire Phèdre, qui est
lui-même un dialogue qui nous sert d'échelle pour arriver à comprendre les enjeux de la République, etc., qui relie la République au Ménon, le Ménon à l'origine à Socrate, Socrate à l'origine de la Grèce. Eh bien, l'échelle dont nous avons besoin, je ne dirais pas la seule échelle dont nous ayons besoin, mais la principale échelle dont nous avons besoin, c'est la théorie freudienne. C'est ce que je soutenais il y a 15 jours, dont j'avais insisté sur le fait que, vous vous en souvenez, elle-même se pense à partir de 1920 comme une remontée aux sources. Aux sources complexes, multiples d'ailleurs, en tout cas au moins deux grandes catégories, les sources de la pulsion de vie et les sources de la pulsion de mort. Je n'y reviendrai pas ici, mais qui sont ces sources que donc Freud appelle des pulsions, qui sont des sources d'énergie, puisque la pulsion c'est une énergie, eh bien, elles trouvent elles-mêmes leur source, si je puis dire, leur source commune, dans une sexuation de l'origine. La découverte de Freud, c'est le rôle de la sexualité dans le rapport à l'origine. Et plus précisément, dans une division du vivant qui, lorsqu'il est sexué, et dans cette peinture, la sexuation du vivant est très étrange, parce qu'elle est sublimée, Eros s'est déguisé en ange, avec sa flèche, qui est une arme, un objet technique, si je peux lourdement insister comme cela. Et ça mériterait de longs commentaires que je ne peux pas faire ici pour dire, mais comment se fait-il qu'Eros soit devenu un angelot? Bon. Quoi qu'il en soit, pour Freud, la sexuation est la question fondamentale de l'origine des âmes noétiques. Nous allons retrouver dans Phèdre ce thème, sinon de la sexuation à proprement parler, du moins de l'amour qui vient de cette sexuation. Et qui, vous en souvenez, avait été abordé par Platon dans le Banquet comme étant la théorie des moitiés, la fameuse théorie des androgynes qui auraient été coupées en deux par Zeus, etc., et qui donc ne rêverait que d'une chose, c'est de se rabouter, de se coller dans un langage très scientifique, grammatical et ordinaire, copuler. Ne penserait qu'à se recoller. Cette sexuation, elle est pensée dans le Banquet en tant que telle, là, dans ce mythe qui est raconté par Aristophane. D'autre part, nous avions vu que la remontée aux sources suppose qu'il y a... Alors je quitte la question de la sexuation, là, je reviens à la question de la remontée aux sources. Elle suppose qu'il y a, en quelque sorte, un lit des divers cours que sont un torrent, une rivière, un fleuve, mon cours. Et toutes les chutes que nous remontons. Et au fond de ce lit, vous disais-je, il y a des rétentions tertiaires. Au fond de ces lits-là. Là, les lits dont je vous parle, ce ne sont pas des torrents comme la Garonne est un torrent, mais ce sont des torrents noétiques. Donc c'est le torrent du temps qui s'écoule et dans lequel nous sommes, nous, en train d'essayer de remonter à la source. Et ce torrent, qui n'est pas fait de molécules d'eau, vous disais-je, il est fait de rétentions tertiaires, qui nous permettent de remonter aux sources, comme par exemple ce livre d'Isaïe, qui a été retrouvé dans les grottes de Judée, de Palestine, pas de Palestine d'ailleurs, non, de la mer Morte, hein. Si, c'est près de la Palestine, oui. Et qui constitue le livre, au biblion. Donc, j'en viens à nouveau à la rétention tertiaire. Si j'en viens à la rétention tertiaire à nouveau, c'est parce que Phèdre va se terminer par la question de la rétention tertiaire, c'est-à-dire par la question du pharmacone, qu'est l'écriture. Mais avant de vous parler de l'écriture du pharmacone, et de revenir à Phèdre au moment où on va vraiment entrer dans l'âme, pour essayer de comprendre ce que c'est, je voudrais vous reparler de la rétention tertiaire en général. Une rétention tertiaire, c'est ce qui est constitué par des formes de souvenirs matérialisés, quels qu'ils soient, à commencer par le fétiche.
le fétiche qui est si souvent, je parle là du fétiche des sociétés où on pratique le fétichisme, très surprenant et très frappant dans son allure, souvent absolument magnifique, mais dont je pose qu'en réalité le fétiche, eh bien il commence par l'objet transitionnel. Car ces objets-là, dans les sociétés en question, que l'on appelait autrefois totémiques, on ne les appelle plus comme ça aujourd'hui, ces objets-là ont des pouvoirs aussi grands que cet objet-là. Et cet objet-là peut tout. Le fétiche, c'est aussi, on l'avait vu avec Freud, vous vous souvenez, j'avais cité rapidement, le fantasme sexuel. Alors cette image-là est un peu évidemment trompeuse. Quand vous regardez la théorie du fétichisme de Freud, en général, le fétiche, c'est surtout les mâles que ça obsède. Même s'il y a des femmes fétichistes, bien entendu, mais c'est plutôt les hommes. Là, c'est évidemment, j'ai pris cette photo parce qu'elle est étonnante. Le fétiche sexuel est un fétiche véritable. Quoi qu'il en soit, le fétichisme, eh bien, Freud nous dit, il constitue la libido. Il est constitutif de la libido en tant qu'elle est intrinsèquement perverse. Perverse, nous n'ayant aucune valeur morale ici, mais voulant dire simplement que la libido peut se déplacer d'un objet spontané vers un autre objet de substitution. Et qu'en fait, ce qui fait que la libido est la libido, c'est qu'elle a cette capacité à se déplacer. Et ça, c'est très important, parce qu'elle peut se déplacer de la femme au pied de la femme, à la chaussure de la femme, etc., au talon aiguille de la chaussure de la femme. Mais elle peut aussi se déplacer de la femme à la Bible, et de la Bible à la sacristie, et de la sacristie à toutes sortes d'objets sacrés, aux sacrements, comme on les appelle. La remontée aux sources du monothéisme est celle de l'inengendré, j'avais dit ça l'autre fois, Dieu c'est celui qu'on appelle aussi l'inengendré, et elle passe par de tels fétiches, ou rétention tertiaire. Pour moi, toute rétention tertiaire est une sorte de fétiche. C'est-à-dire, vous voyez comment les gens se comportent avec leur iPhone, vous verrez tout de suite que le fétichisme et la régression transitionnelle, ça fonctionne avec les trucs les plus ultra-modernes. Ces rétentions tertiaires vont du livre dit sacré, dans la religion, dans le monothéisme, qui est pour cette raison même dit sacré, parce qu'il fait remonter à l'inengendré, c'est celui, il est considéré, par exemple dans le Coran, comme la parole même de l'inengendré, c'est l'inengendré qui parle. Mais ça passe aussi par les icônes, par exemple, celle-ci étant d'Andrei Roublev, et si vous n'avez jamais vu le film de Tarkovsky qui s'appelle Andrei Roublev, là je vous recommande de le voir, parce que c'est un chef-d'œuvre absolu sur ce qu'il en est de l'image, entre la peinture orthodoxe et le cinéma de l'époque soviétique, puisque c'est un film de l'époque soviétique. Les icônes sont une sorte de fétichisme monothéiste. Elles sont douées d'un pouvoir. Mais ce fétichisme passe aussi par le corps du Christ lui-même. Qu'est-ce que l'Eucharistie ? Eh bien, c'est ce que Freud appelait le repas totémique. En voici un représenté par Thomas Cook, qui témoigne de la dévoration d'un corps par des cannibales. Mais manger le Christ tous les dimanches matins, je suis désolé, mais c'est du cannibalisme. Et oui, c'est manger le corps du Christ comme c'est soi-disant sauvage. C'est-à-dire que c'est la même pulsion, la même obsession d'incorporer le corps de l'autre en passant par des fétiches, en règle générale. Parce qu'on ne mange pas, même dans ces sociétés-là, on ne mange pas les gens comme ça, on les traite spécialement. Et c'est pas pour les engraisser, comme disent les imbéciles, mais c'est parce qu'ils doivent être traités comme des êtres sacrés. Donc le sacrement du corps du Christ, ça remonte à très très loin. Alors, cette rétention tertiaire qui va du doudou à l'hostie, puisque c'est de ça dont je vous parle là, donc d'une rétention tertiaire mangeable, incorporable, digérable, et qui va me rendre meilleur. Tout comme le cannibale qui mange la cervelle de sa victime pour pouvoir incorporer sa vertu. Vous savez, on est toujours dans les mêmes choses.
tout ça passa donc par le livre et par toutes sortes de traces. Cette rétention tertiaire, sous toutes ses formes, trouve sa nécessité originelle dans le fait que le vivant dont nous parlons ici, le vivant qui sacrifie, le vivant dont je vous parle, j'appelle d'habitude l'homme vivant noétique, mais là je vous dis c'est aussi le vivant qui sacrifie, c'est-à-dire qui reconnaît du sacré, le sacré n'étant pas nécessairement religieux. Je vous en ai souvent parlé, les objets de mes enfants sont absolument sacrés. Et je pense que c'est pareil pour vous, je vous le souhaite d'ailleurs. La sacralisation du monde est constitutive de notre rapport au monde lorsque nous sommes des êtres désirants, et ça ne passe pas du tout nécessairement par la religion. Moi qui suis un pauvre mécréant, et je pense ici à ma fille qui est en train en ce moment de discuter avec un curé, moi qui suis un pauvre, elle va être baptisée bientôt, moi qui ne suis qu'un pauvre mécréant, à la différence de ma fille qui sera bientôt enfin entrée dans le royaume de Dieu, enfin non, pas dans le royaume de Dieu, dans la communauté des fidèles, c'est déjà pas mal. Moi qui ne suis qu'un pauvre mécréant, je sacralise beaucoup. Et je trouve que je sacralise même beaucoup plus que bien des créants, ce qu'on appelle aussi des bigots parfois, que je connais. Et j'en connais beaucoup aussi. La religion et le mensonge. En voilà un sujet sur lequel j'aimerais bien faire un séminaire. Je ne suis pas assez calé en la matière, mais j'aimerais bien. Parce que je pense que ça ferait du bien à tout le monde, aux mécréants comme aux autres. Quoi qu'il en soit, donc cette nécessité de la sacralisation, eh bien, elle trouve sa source dans le fait que le vivant est inachevé. Et il l'est en plusieurs sens. Il l'est au sens où Aristophane le dit, par exemple, dans le banquet, au sens où, d'une façon générale, le vivant sexué, je veux dire, le vivant sexué ne s'auto-suffit pas. C'est-à-dire que le mâle a besoin de la femelle a besoin du mâle, ou d'un objet de substitution, qui peut être une poupée gonflable, tout ce que vous voulez, toute forme de sublimation, ou un joli petit garçon. On va en voir un tout à l'heure. Mais parce que la libido, c'est ce qui se déplace tout le temps. C'est-à-dire que l'objet de la libido, c'est l'opposé sexuel, c'est le contraire sexuel, mais qui peut se déplacer vers tout à fait autre chose, qui peut tout à fait ne pas être sexuel. Et avoir soit un rôle sexuel, comme le fétiche du fétichiste, soit un rôle de désexualisation et de sublimation. C'est-à-dire d'accès à ce que Kant appelle le suprasensible, qui est l'accès au divin. Cela étant, le vivant noétique, le vivant qui sacralise, ça n'est pas simplement le vivant sexué. Ça n'est pas simplement le vivant sexué qui est inachevé parce qu'il a besoin d'une femelle quand il est mâle et d'un mâle quand elle est femelle, mais c'est parce que, par ailleurs, il a besoin de se prolonger organiquement. Et précisément, cet organe dans lequel il se prolonge, ça peut être la flèche du Cupidon que nous avons vu tout à l'heure, Cupidon étant un nom d'Héros transformé en ange, donc s'étant déplacé, masqué sous une figure divine, parce qu'un ange, ça vient du ciel, et du ciel de Dieu, ou dans toutes sortes d'autres objets, comme la chaussure du fétichiste et tout ce que vous voulez. Et le dialogue de Platon que nous sommes en train de lire. Tout ça fait partie de ces choses, de cette projection organique, comme l'appelait Ernst Kapp, qui a été le penseur allemand à la fin du XIXe siècle, qui a réfléchi à la technicisation du vivant comme étant l'origine de l'homme. Donc, l'inachèvement de l'être sacralisant que nous sommes, ou noétique veut dire spirituel aussi, en grec, et intellectuel, eh bien, c'est un double inachèvement. Nous sommes inachevés parce que nous sommes sexués, et donc nous avons besoin d'un autre pour nous reproduire, mais par ailleurs, pour pouvoir rencontrer cet autre, nous avons besoin d'une technicité. Cette technicité pouvant être le langage, pouvant être
le fétiche, du fétichisme, mais commençant par être le doudou que Winnicott a découvert comme étant la condition de relation entre le bébé et sa mère. Sans quoi ce bébé ne parviendra pas à sa maturité psychique, ne parviendra pas à devenir adulte, ne parviendra pas à prendre la distance vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de ses doudous eux-mêmes, etc. Ne parviendra pas à produire des doudous reconnus par tout le monde comme étant autre chose que des doudous, c'est ce que dit Winnicott, c'est-à-dire des œuvres d'art, des œuvres physiques, enfin, scientifiques, politiques, etc. Parce que Winnicott, à un moment donné, tout ça, ce sont des objets traditionnels, hein, pour adultes. Voilà. Quoi qu'il en soit, avant de comprendre ce qui se passe dans l'inachèvement technique et comment on peut en arriver là, il faut bien comprendre ce que c'est que l'inachèvement sexuel, qui commence comme cela. Et la sexuation, qui est donc décrite dans le banquet, mais là elle est décrite un tout petit peu plus scientifiquement, c'est un cours que j'ai trouvé sur Internet pour les enfants en SVT, hein, pour les jeunes du collège, que je suis moi-même tout à fait sur ce sujet. Mais il y a la sexuation, vous le savez, avant même d'être le fruit d'une copulation comme celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire d'une rencontre des corps sexués et divisés, ben elle passe souvent par un tiers. Cette belle fleur ne rencontre pas le mâle. Elle rencontre l'insecte, l'hyménoptère qui porte le pollen, c'est-à-dire les spores qui sont finalement capables de féconder, tel pistil, etc. Alors, le tiers qui va éviter la relation directe entre deux partenaires sexuels, les fleurs, ça ne passe pas par là, hein, c'est le vent, les insectes, etc. Eh bien, ça peut être la technique qui elle-même aujourd'hui court-circuite la relation sexuelle. Hein. Le vivant noétique aujourd'hui, avec la fécondation in vitro, peut se passer de la relation des corps. Comme c'est le cas ici avec cette création d'une fécondation in vitro, et il peut même se désexualiser purement et simplement. Les OGM, c'est une désexualisation du vivant. C'est une désexuation, une désexualisation, et c'est une sorte de stérilité programmée du vivant, puisque vous le savez bien, en tout cas pour ce qui concerne Terminator, c'est véritablement ce qui vise à rendre la semence stérile, qui n'est donc plus une semence. C'est du grain, mais ça n'est plus de la semence. Alors, comment est-ce que tout ça est possible? Comment est-ce qu'on peut finalement revenir à la société des insectes, d'une certaine manière, hein? Parce que là, c'est l'industrie, c'est une grande industrie, par exemple Monsanto, qui devient qui devient la condition de la reproduction. Comment est-ce que c'est possible? Vaste sujet, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Mais, à un moment donné, vous disais-je, l'inachèvement du vivant vient non pas seulement du fait qu'il est sexué, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a du vivant qui n'est pas sexué, hein, bien entendu. Et ce qu'on appelle les protistes, les protozoaires, etc., ne sont pas sexués. Hein, ils se reproduisent par parthénogenèse. Ça mériterait qu'on en discute d'ailleurs, mais on n'en a vraiment pas le temps. Mais à un moment donné, ce vivant sexué s'ajoute de l'inachèvement, si je puis dire, s'inachève encore plus que le vivant sexué. Ceux qui sont curieux de ces questions pourront lire le texte de Gilbert Simondon qui s'appelle « L'individu et sa genèse physico-biologique » où il analyse les conditions dans lesquelles l'inerte devient du vivant et comment de ce vivant qui s'inachève, c'est-à-dire qui est toujours en train de se transformer, n'est jamais accompli, on passe à l'individu psychique et collectif que nous sommes, à l'individu, ce que j'appelais tout à l'heure à l'instant, sacralisant ou noétique, qui lui va se doter d'organes artificiels, car c'est de ça dont je veux vous parler. Les organes artificiels arrivent il y a environ 3 millions d'années. Ceux-ci sont beaucoup plus récents, hein. Ceux-ci sont de l'époque néandertalienne, ils sont absolument magnifiques. J'en ai vu des milliers, il y en a qui sont absolument merveilleux. Je n'ai pas trouvé les plus beaux que j'aurais voulu montrer, parce qu'il y en a, il faut les prendre en photo d'une certaine manière. Il y en a qui sont absolument pas microscopiques, mais minuscules comme ça. Ils sont en silex, vous voyez à travers, c'est absolument inouï, la beauté de ces objets. À l'époque de ces silex, on voit aussi des objets de ce type. Voilà, ça c'est un bijou, c'est une tête de cheval en os,
Et ce que je veux vous dire, c'est qu'au moment où l'homme se dote d'organes artificiels, ces organes artificiels, il en met sur son corps, ce sont des bijoux ou des tatouages. Il écrit à même son corps. Et ça, ce sont des rétentions tertiaires, évidemment. Son corps, là, lui sert de support d'écriture. La peau, c'est du parchemin, mais c'est du parchemin vivant, si vous voulez. Et tout cela, et ce qui précède là, eh bien, c'est aussi l'origine de cela, c'est-à-dire de ce bijou qui, je vous le fais remarquer, est un caillou taillé en cristal, tout comme les silex que je vous ai montrés, parce qu'un silex, c'est du cristal. D'ailleurs, des silex qui sont de vrais bijoux, en voilà. En voici de divers genres. Ce sont des choses inouïes de beauté. En fait, ce sont des pointes de flèche. Alors, l'être super inachevé que nous sommes, néothénique comme on l'appelle aussi, le roi Gourand nous fait remarquer, mais d'ailleurs c'est pas lui qui l'a dit le premier, c'est Darwin, dans La fin de l'origine des espèces, parce que Darwin s'intéresse beaucoup à l'esthétique animale et à l'esthétique de la sexuation. Le roi Gourand nous fait remarquer que quand on regarde un animal de ce genre, ce superbe coq, qui a, vous ne les voyez pas bien, mais il a des ergots là, puis il a évidemment des plumes, un panache, etc., et qu'on le compare avec cet animal-là, qui est un des premiers tableaux de Matisse. Vous voyez que Matisse, c'est surprenant. Au début, il a peint des choses, on ne s'attendrait pas à voir des choses comme ça de Matisse. Où le roi Gourand a fait des comparaisons terme à terme entre des parures humaines et des parures animales. À ceci près que là, la parure est technique, entièrement faite de postiches, d'éperons, d'épées, etc., etc. Ça peut être magnifique. Mais on voit que chez les animaux et chez les guerriers, car je vous montre des guerriers, c'est du côté du mâle qu'est la beauté. Avec les hommes, sauf dans le cas des guerriers, eh bien ça va passer du côté des femelles. Et les femelles vont devenir magnifiques par des parures, c'est Matahari celle-ci, la célèbre Matahari, des parures inouïes parfois, qui vont conduire d'ailleurs à la question du pharmacone dont je vais vous parler tout à l'heure. Et ces parures, vous le savez bien, elles recouvrent qui ? Eh bien, elles recouvrent Pandora. Pandora arrive toute parée, couverte comme Matahari, pour séduire Épiméthée. Je souligne tous ces points parce que, vous vous en souvenez, j'avais terminé là-dessus il y a 2 semaines. Phèdre, selon moi, constitue un énorme déplacement dans ce que j'ai appelé, en reprenant un terme d'ailleurs de Alain Badiou, la question du duel. Le duel, chez Badiou, il l'utilise comme en grammaire, on dit, il y a le duel, il y a le pluriel, il y a le neutre, etc. Le duel veut dire ici le fait qu'il y a du deux, tout simplement. Mais la question du deux, selon moi, la question du deux, donc, qui est à l'origine des dialogues de Platon, où Socrate dit on ne peut commencer qu'à deux. C'est-à-dire qu'on commence toujours par discuter à deux. Et c'est ce que confirme la psychogenèse des enfants. C'est-à-dire que c'est dans le rapport à la mère, etc., etc. Ensuite, on intériorise ce deux. Ce deux, il se déplace dans le fait, vous vous souvenez, vous l'avez dit, il se déplace dans le fait que l'âme elle-même va être coupée en deux. Non pas le corps, mais l'âme. Et que le duel de la sexuation va aboutir à des duels dialogiques, et puis finalement à une dualité psychique qui va conduire à des conflits. C'est ce qui m'avait amené à vous dire, lisons Phèdre avec Freud, lorsqu'il montre que toute psyché est clivée, comme on dit dans le langage moderne de la psychanalyse, par des pulsions qui s'opposent. L'opposition, cela dit, commence entre les mâles, par exemple, lorsque, pour pouvoir posséder les femelles, il faut qu'il y en ait un qui gagne et un autre qui se soumette ou qui meurt. Ces conflits de mâles, il y en a d'absolument fascinants. Je dois vous dire que des photos comme ça, on en trouve par milliers sur Google, parce qu'évidemment, plus les photos sont spectaculaires, plus les gens aiment les montrer. Et c'est inouï ce qu'on voit, c'est absolument inouï. Celui-ci est magnifique, en voilà un autre qui est étonnant. Mais j'en ai trouvé des centaines, j'aurais passé tout l'après-midi à vous les montrer si on avait que ça à faire. Ces duels entre mâles peuvent évidemment se
produit entre hommes. Ça s'appelle un duel, justement. Et comme vous le voyez bien, ça se passe avec des fleurets qui ne sont pas mouchetés ici. Parfois, ces conflits entre mâles peuvent se faire entre un groupe de mâles humains contre un mâle animal, comme ici. Ça, c'est c'est une vache en l'occurrence d'ailleurs, je dis une bêtise, c'est pas un mâle. Mais enfin, parfois c'est un mâle. Dans ce cas-là, vous le savez bien. Alors ces conflits peuvent se produire entre mâles et femelles ou entre hommes et femmes. Par exemple, dans une scène conjugale. Ça, c'est un extrait de Bergman, scène de la vie conjugale, où on voit la souffrance inouïe sur ce visage. Rien ne fait plus mal qu'une scène conjugale. Et ces conflits peuvent venir à l'intérieur de l'âme elle-même, bien entendu, et je dirais même que ça commence par là. L'âme est en guerre avec elle-même, en conflit avec elle-même. Mais tout cela est basé sur la sexuation, la division des sexes. C'est ce que je crois, et je crois que c'est ce que dit Platon aussi, même s'il ne le dit pas clairement. Parce que si elle n'était pas divisée sexuellement, c'est ce que disait Aristophane dans le Banquet, il n'y aurait pas de désir. L'amour, c'est ce qui vient de cette division. J'ai besoin de ma moitié. Alors après, cette moitié peut être homosexuelle. C'est-à-dire que ma moitié, ça peut être un autre homme si je suis un homme, une autre femme si je suis une femme. Mais peu importe que ce déplacement ait eu lieu, c'est tout à fait le cas dans les dialogues de Platon, parce que dans les dialogues de Platon, il n'y a d'amour que pour les garçons. Il n'est jamais question d'amour pour une femme, ça n'existe pas tout simplement. La femme a une fonction purement reproductrice, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps. Mais ça veut dire que l'âme dont nous parle Platon est sexuée. Mais donc, elle est déjà sexuée dans le ciel. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que si l'âme aime dans le banquet, dans le Phèdre et avant la chute, elle court après les essences, elle désire le beau, le juste, le bon, elle court après son Dieu, comme dit aussi le Phèdre. Eh bien, ça veut dire qu'elle est sexuée avant la chute. Ou bien n'est-elle pas sexuée qu'à partir de la chute? Voilà une question. D'un point de vue biblique, la sexuation, je crois, n'est concevable que comme la chute. La sexuation, c'est la chute. Le problème, pour ce qui concerne Platon, c'est que si on dit que les âmes vont se sexuer à partir de la chute, eh bien, elles ne peuvent pas désirer avant la chute. Or, elles désirent avant la chute, puisque le désir est avant la chute. Le rapport aux essences est un rapport de désir. Le rapport aux essences est de désir, et le désir est lui-même l'origine de l'idéalisation, ou plutôt une idéalisation de la sexuation. Comme en témoigne par exemple ce tableau de ce peintre que l'on dit Pompier, mais que j'aime beaucoup moi, qui s'appelle Bouguereau, et qui ne montre que des scènes comme ça, tout à fait étonnantes. C'est la fin du XIXe siècle, hein, on est un petit peu dans la décadence dont... Comment s'appelle-t-il, l'auteur des Esseintes, là vous voyez de qui je parle? Pardon? Huysmans, voilà. Donc Huysmans parle, on est très proche de Huysmans, hein, dans ces tableaux-là. Je pense pour ma part que les âmes qui sont dans le ciel d'avant la chute, je parle du Phèdre là, ne peuvent pas désirer sans être déjà sexués. Et ce que je pose en principe, c'est que la projection après coup d'un temps d'avant la chute, d'un temps qui est hors du temps et qui est l'origine du temps, c'est ce qui est engendré par cette chute elle-même. Ce que je veux dire par là, c'est que
ce qui est à l'origine de ce qui précède la chute, comme étant une représentation de l'origine même de la chute, c'est produit par cette chute. La sacralisation vient de ceux qui sont tombés. C'est ce que dit Prométhée, et le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. Ils se mirent à élever des autels, etc., étant tombés. Ils se mirent à sacrifier aux dieux, mais on ne connaît pas d'animaux qui sacrifient aux dieux. On connaît des animaux qui pratiquement parlent, on connaît des animaux qui fabriquent des choses, on connaît des animaux qui font plein de choses. On n'en connaît pas qui sacrifient aux dieux. Ça veut dire d'ailleurs qu'ils ne parlent pas, en réalité. Parce que parler, c'est toujours être capable de parler de quelque chose qui n'existe pas. Et c'est ça, le problème de l'hominisation. Dont je vous dis, je l'ai peut-être déjà dit une fois, je ne me souviens plus, mais que pour moi, la question ne se pose pas du tout de savoir si les chimpanzés font partie de l'hominisation ou pas. Pour moi, il est évident qu'ils en font partie. Donc, je ne me pose pas la question, parce que souvent on me dit, ah oui, mais les chimpanzés, totalement égal, mais pour moi, les chimpanzés, ce sont des êtres qui font partie de nous. Parce qu'ils sont d'une extrême proximité, ils sont tout près d'aller allumer des cierges. Ils sont tout près de cela. Peut-être pas tout à fait, quand même. Hein. Peut-être pas tout à fait. Mais j'ai déjà dit quelque part, je ne sais plus où récemment, je connais quelqu'un qui s'appelle Alain Prochian, que j'ai invité il y a une vingtaine d'années à l'université de Compiègne à faire des conférences. C'est un embryologiste qui avait déclaré à mes étudiants absolument stupéfaits que son programme de recherche consistait à transformer un singe en homme, c'est-à-dire à doter le cerveau d'un chimpanzé d'une capacité de renouvellement de cellules nerveuses telle qu'il n'aurait plus aucune limite à l'apprentissage et que du coup, il pourrait vraiment devenir un humain. Et je pense que ce n'est pas du tout absurde. D'ailleurs, je pense qu'il progresse dans ses travaux. Alain Prochian. Alors, ça peut paraître horrifique, mais après tout, est-ce que ce ne serait pas merveilleux de voir un nouveau cousin arriver et dire « Ah, ça fait du bien de parler !» Il dirait peut-être aussi « Ouh, c'était mieux avant. » Bon, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce qui est avant la chute, ce qu'on appelle l'inengendré dans la Bible, eh bien, c'est provoqué par la chute. Voilà ce que je crois. C'est un besoin induit par la chute, à même la chute, de se projeter vers quoi? Vers ce qui n'existe pas. Et comme je n'arrête pas de vous le dire, c'est pas parce que ça n'existe pas que ça n'a pas d'importance. Moi, je ne réduis pas ce qui n'existe pas à un pur fantasme totalement délirant. Ou alors, oui, délirant, mais au sens où Platon parle du délire. C'est dans le délire que se disent les choses vraies, dit Platon, hein, par moment. Pas toujours. Il le dira de moins en moins. Mais en tout cas, dans Phèdre encore, il le dit. Alors, tout ça m'amène à vous dire que la chute n'est pas exactement une chute pour moi. La chute, le mot de chute, c'est un vocabulaire qui vient du monothéisme. On l'appelle aussi le péché, etc. Pour moi, ce que le monothéisme appelle la chute, j'appelle ça le défaut. J'appelle ça le défaut d'origine. En jouant évidemment sur le fait que défaut d'origine, ça veut dire à la fois l'origine en tant que défaut et le fait qu'il n'y a pas d'origine, que l'origine fait défaut, qu'on ne trouve jamais l'origine. Ça ne nous empêche pas de la chercher, et ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer à la chercher, puisque par exemple la justice n'existe pas, mais moi je ne veux pas y renoncer. Ça me paraît évident. Ce défaut d'origine, que n'est donc pas la chute, qui est la chute, mais qui n'est donc pas une chute, c'est une transformation de l'état d'équilibre instable qu'est le vivant en général. Le vivant en général, c'est une forme d'équilibre instable. Comme le dit très bien Gilbert Simonon, un être vivant, c'est un cristal qui n'arrive pas à cristalliser. Il n'arrive pas à complètement solidariser ses molécules, une bonne fois pour toutes. Ou quand il y arrive, oui, il finit toujours par y arriver, mais c'est parce qu'il est mort. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il se décompose. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais réussi à se cristalliser. Tout être vivant est une structure en équilibre instable, et cette structure que l'on appelle métastable, depuis Simondon, c'est une forme de la métastabilité, eh bien, elle se maintient comme un tourbillon. J'en avais beaucoup parlé l'an passé. C'est un tourbillon, c'est une forme métastable. Les formes métastables, il y en a de toutes sortes.
Mais un tourbillon, c'est une forme qui se maintient, c'est-à-dire que vous pouvez dire c'est toujours un tourbillon, il n'y a aucun doute, c'est un tourbillon parfaitement tourbillonnant, mais il n'arrête pas de se déformer, ça ne l'empêche pas du tout d'être un tourbillon, puisque, en fait, c'est une forme en perpétuelle transformation, et donc déformation. Ça, c'est le vivant en général, c'est une forme métastable, le vivant, une forme d'individuation métastable, mais chez nous, dans le cas du vivant technique que nous sommes des vivants techniques, c'est-à-dire que nous sommes des vivants qui ne pouvons pas vivre sans la technique, et qui sommes par le fait même des êtres que j'appelle non inhumains, des êtres noétiques, ça veut dire des êtres dotés d'esprit, hantés par des esprits aussi. Chez nous, donc, les êtres techniques, cette métastabilité est rendue plus instable, plus déséquilibrée, beaucoup plus déséquilibrée, au point même qu'elle est arrivée à déséquilibrer le climat au niveau de la planète entière. Donc elle arrive à totalement déséquilibrer tout ce qui l'entoure. Et en même temps, elle est beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable, beaucoup plus robuste. Une robustesse terrible, raide, rigide, comme une machine. J'ai pas eu le temps, parce que je voulais vous montrer des images de ça, mais j'ai pas eu le temps de... Un pharmacone, c'est toujours à la fois ce qui est dur, comme une épée par exemple, et perçant, et coupant, et rigide, très stable, on peut vraiment compter dessus. Et en même temps, ce qui peut toujours se retourner contre soi, c'est-à-dire ce qui peut provoquer les pires catastrophes, les pires instabilités, les grands mouvements de déséquilibre. Cette nouvelle forme de métastabilité que la technique constitue, je crois qu'elle se traduit dans les âmes noétiques elles-mêmes, qui elles-mêmes deviennent métastables en ce sens-là, qui peuvent être très déséquilibrées ou très rigides, et qui d'ailleurs oscillent régulièrement entre les deux positions, parce que nous n'arrêtons pas de changer de position, plus ou moins évidemment. Quand on est très très équilibré, comme on dit en psychologie, bon, on est dans une espèce d'ataraxie. D'ailleurs, un médicament qui s'appelle Atarax, qui sert à vous rendre complètement ataraxique. Mais souvent, on est très très cyclotimique. On est en pleine forme le matin, et tout, puis quand on se couche, oh là là. Et donc, ça, c'est une intériorisation à l'intérieur, dans l'appareil psychique lui-même, finalement, de tout ce que produit la technique. Très grand déséquilibre et très grand équilibre complètement figé et même dangereux. Cette intériorisation, c'est ce que Freud décrit comme une intériorisation d'abord, enfin de tendances psychiques, qui sont d'abord ce qu'il appelle des principes, le principe de plaisir et le principe de réalité. Et ensuite, à partir de 1920, il appelle ça des pulsions. Pulsions de mort. La pulsion de mort étant, vous vous en souvenez, la pulsion de retourner à l'équilibre, c'est-à-dire à l'inanimé, et la pulsion de vie étant la tendance à, au contraire, se déséquilibrer complètement, à se vouer totalement à l'autre, c'est-à-dire à la chair. C'est toujours Bouguereau, le peintre pompier. La chair telle que elle veut une autre chair, un autre épiderme, auquel s'unir, et qu'elle attire parfois en se couvrant de bijoux. La vilaine Matari. Enfin, vilaine, c'est une façon de parler. Elle n'est pas très belle d'ailleurs, mais elle a une telle parure qu'elle est en même temps extrêmement séduisante. Nous avions vu dans le cours précédent que le 2 est originel chez Platon, disais-je, et Socrate, d'abord comme question du dialogue, puis que ce duel après est devenu celui de l'amour dans le banquet, puisque le banquet, on parle plus simplement du dialogue, mais on parle de l'amour, l'amour étant la forme la plus authentique du dialogue, si je puis dire. Ça se déplace à l'intérieur de l'âme elle-même, dans le phèdre, et l'âme apparaît alors clivée, vous disais-je, et elle apparaît être constituée de 2 chevaux qu'un cocher tente de maîtriser plus ou moins difficultueusement.
Ce qui est très frappant, disais-je aussi, c'est que, je vous avais dit cela l'autre fois pour conclure mon cours, dans Phèdre, le 2 de l'inachèvement comme sexuation, qui est à la fois le 2 du baiser et le 2 du dialogue, là, est-ce qu'ils parlent ou est-ce qu'ils vont s'embrasser? Bien sûr qu'ils vont s'embrasser, mais on a aussi l'impression qu'ils vont se parler. Eh bien, dans Phèdre même, je parle du dialogue de Platon, cette question du 2 et de l'inachèvement conduit à la question de la prothétisation, puisque le dialogue de Phèdre se termine par le problème du pharmakon, c'est-à-dire de l'écriture plus précisément. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. L'âme, vous vous en souvenez, perdant la mémoire, parce que tombant du ciel, doit se doter d'aide-mémoire. En tombant, elle a tout oublié. En tombant sur la terre, elle a tout oublié. Et elle a donc besoin de se refaire sa mémoire, qui va lui permettre, à travers ces aides-mémoires que sont les rétentions tertiaires, l'écriture par exemple, de remonter aux sources. Mais qui peuvent aussi la couper des sources. C'est ça le problème du pharmakon. Et c'est là-dessus que va se terminer le dialogue Phèdre. Alors, avant de venir là, je suis obligé de revenir sur la question de l'âme en tant que telle et sur le clivage de l'âme. Nous verrons tout à l'heure, dans pas longtemps, que dans Phèdre, nous allons découvrir que l'âme qui a tout oublié peut d'abord retrouver la mémoire dans l'âme de l'autre, dans le dialogue avec l'âme de l'autre, dans son mirage dans l'âme de l'autre, dans le fait qu'elle peut se regarder dans l'âme de l'autre, à condition qu'elle l'aime. Mais elle ne peut l'aimer vraiment, dit Platon, qu'à condition qu'elle soit philosophe, cette âme, qu'elle soit philosophique. Que l'amour véritable, c'est cet amour philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si j'insiste sur ce point, avec beaucoup de détails, parce que vous voyez bien que ça fait 3 mois qu'on est en train de lire toujours ce même dialogue de Phèdre, hein, que je m'y attarde longuement, c'est parce que c'est ce qui est en train de préparer la République. Nous sommes en train de préparer notre lecture de la République. Hein. Et nous allons voir bientôt comment tout se met en place, là, pour qu'ensuite la République advienne, en oubliant tout ce qu'il y avait d'intéressant dans Phèdre, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que l'âme? Nous savons qu'elle ressemble à un attelage ailé, on l'avait déjà vu. Et Platon précise que c'est vrai aussi de l'âme des dieux. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'âme des mortels. Hein. Parce qu'il y a des âmes, alors maintenant les dieux ont des âmes. Ça, à mon avis, c'est pas du tout, je n'allais pas dire catholique, mais ça n'est pas du tout orthodoxe au sens premier du terme. C'est-à-dire, pas du tout un point de vue grec, que les dieux aient des âmes. Ça n'a pas de sens pour un grec classique, pour un grec de l'époque tragique. Quoi qu'il en soit, dans cette allégorie, qui n'est pas un mythe de l'âme ailée, les dieux sont devenus eux-mêmes des âmes. Mais ces âmes sont constituées, les âmes des dieux, par des attelages de chevaux qui sont également bons et de bonne race, dit le texte là. Hein, également bons et de bonne race. Voilà, les dieux, ils ne tombent jamais parce qu'il n'y a pas de cheval vicieux dans l'attelage du dieu, tout simplement. Mais il y a aussi des âmes de non-dieux, des âmes qui deviendront ce que nous sommes, nous, des mortels. Alors, quoi qu'il en soit, une âme en général, de Dieu ou pas de Dieu, c'est un système à 3 instances, un cocher et 2 chevaux. Elle est divisée et clivée, on sait maintenant pourquoi. Et pour ce qui concerne les non-dieux, les chevaux représentent 2 tendances opposées, que le cocher tente d'obliger à composer, c'est-à-dire maintenir ensemble. C'est ainsi que s'instaure la dualité à l'intérieur de l'âme dont je vous parlais à l'instant, une dualité qui précède tout rapport à un autre, c'est-à-dire que cette fois-ci, ça n'est plus le dialogue avec l'autre qui est à l'origine de ma dualité, c'est l'âme qui est duel au départ et qui ensuite va dialoguer avec l'autre. Donc on a renversé l'ordre des choses. Tout comme on a vu qu'on montait du souterrain pour aller...
qu'au départ de l'histoire de Perséphone, tout se passait dans le souterrain, et qu'à partir de la République, tout se passe dans le ciel, eh bien, il y a aussi un renversement là, dans le rapport entre l'un et le deux. Les chevaux sont... donc il y en a un des deux qui est vicieux, et c'est lui qui va faire tomber l'attelage. Et c'est lui qui va faire que l'âme va être déséquilibrée, va être condamnée à déchoir dans un corps, dont on va voir qu'il est une prison. Il va devenir une prison. Car c'est bizarre, évidemment, il est un peu embarrassé par moments. Platon, il essaye d'utiliser des éléments de la mythologie. Les dieux aussi ont des corps. Mais ces corps-là, chez les dieux, ne sont pas des prisons. En fait, chez les dieux, l'âme et le corps coïncident purement et simplement. Tandis que chez les hommes, chez les âmes qui sont tombées, il y a un divorce qui s'opère entre l'âme et le corps. C'est la naissance de l'opposition de l'âme et du corps. Ce qui veut dire, d'une certaine manière, que mon corps n'est pas vraiment mon corps. Hein, si vous prenez au sérieux ce que dit Platon, mon corps, ça n'est qu'une enveloppe tout à fait... voilà. Mon corps est une sorte de dehors, un dehors de moi où mon âme est enfermée. C'est une prison, disait Platon. C'est pourquoi Gérard Granel, qui a été mon prof pendant quelques années, et j'ai suivi un cours de lui sur Phèdre, qui s'appelle L'invention de l'âme, Gérard Granel pouvait dire que, selon Platon, quand je bois une bière, je ne bois pas une bière. Je donne une bière à boire à mon corps. Ce qui est assez, évidemment, assez comique. Et c'est comique de trouver cette publicité pour la bière Quack, où vous avez un cocher qui va boire une bonne bière avec son mauvais cheval. À moins que ce ne soit une espèce de nectar. Pardon ? Dans l'âme qui va bientôt chuter, les chevaux sont inégaux, nous dit Platon. Et ça signifie donc qu'ils vont déséquilibrer l'attelage, qu'il va se renverser, qu'il va tomber sur la terre, et alors l'âme va perdre ses ailes. L'âme va perdre ses ailes, et ayant perdu ses ailes, elle va oublier tout ce qu'elle a appris en parcourant les cieux. Un petit peu comme Peter Pan et ses amis. Hein. L'âme est comme Peter Pan un petit peu. Sauf que Peter Pan n'a pas d'ailes, ni ses amis. L'âme, elle, a des ailes. Et ces ailes, j'y insiste beaucoup pour 1000 raisons. D'abord parce que je vous l'avais dit, dans le premier dialogue de Platon, enfin pas le premier, un des premiers, il est question des ailes du poète. J'y insiste parce que les anges sont ailés, que finalement il y a des ailes à peu près dans tout, quand on creuse un petit peu les histoires humaines. Et il faudrait essayer de comprendre pourquoi. J'aurais pu vous montrer que dans l'Iliade aussi, par exemple, les nymphes sont ailées. Hermès a des pieds ailés, etc. On l'appelle Hermès aux pieds ailés dans Homère, hein, etc. Qu'est-ce que représentent ces ailes? Pourquoi ces ailes sont-elles si importantes et pourquoi y insistais-je autant? Eh bien, c'est parce qu'elles représentent le pouvoir de s'élever. La nature a doué l'aile du pouvoir de s'élever, dit Platon. L'élévation est tout l'enjeu de ce dialogue, du Phèdre. Comme désir de s'élever, y compris vers le beau, le juste et le vrai, qu'il appelle ici d'ailleurs la sagesse, sophone, et qui constitue le mouvement de l'âme noétique. Ce qui anime l'âme noétique, c'est ce désir, et qui habite le premier petit bébé qui veut marcher. Bien sûr qu'il faut lui apprendre à marcher, mais vous ne pouvez lui apprendre que parce qu'il le veut. Et qui veut parler. Je vous montre toujours ces images parce que c'est fondamental. Tout ce dont on vous parle en Platon, ça commence chez les enfants. Et c'est là que ça... Si vous ne voyez pas que ça commence chez les enfants, ça ne sert à rien de dire Platon. S'élever, c'est ce que veut l'âme noétique. En marchant, dira aussi Aristote, en grimpant sur les montagnes, les plus dangereuses qui soient, en marchant sur la lune, etc. Et plus généralement, en tournant ses regards vers ce que Gilbert Simondon appelle des points clés. L'ascension, l'exploration. Et plus généralement, tout geste de pionnier consiste à adhérer aux points clés que la nature présente. Gravir une pente pour aller vers le sommet,
c'est s'acheminer vers le lieu privilégié qui commande tout le massif montagneux, etc. etc. J'ai commenté beaucoup ça dans une conférence que j'avais faite pour des enfants, qui s'appelle « Des pieds et des mains ». Et en disant aux enfants, à ces enfants qui m'avaient demandé de faire un cours de philosophie, pourquoi vous grimpez sur les collines quand il y a une colline? Vous voulez toujours aller au sommet tout de suite, ou aux arbres. Ça, c'est intéressant. C'est à partir de ça qu'on peut commencer à réfléchir à ce que c'est que la philosophie, même quand on a 10 ans. Et c'est à partir de là que l'on peut comprendre aussi le songe de Jacob. Dans ce songe de Jacob, il y a ce désir, cette affirmation d'un désir d'élévation que personne ne saurait contester. Cependant, dans Phèdre, je crois que l'origine céleste de l'âme signifie tout à coup un renversement de ce désir. Au lieu de surgir de la terre et de chercher à s'élever, elle commence par tomber. Ça commence par une chute. Ça n'est plus l'élévation qui est au commencement, c'est la chute. Et ça, si j'y insiste beaucoup, c'est parce que ça aura des conséquences énormes dans la République. Ça se pressent dans ce qu'on va lire maintenant. Pourquoi? Parce que là où dans Ménon, Platon disait que l'âme tenait son savoir d'un autre âge, d'un autre temps, il l'appelait. Il disait, quand Socrate répondait à Ménon, oui, je savais déjà ce que c'était que la vertu et je tenais le savoir d'un autre temps, dont je soutiens moi que c'était le temps de la sédimentation des rétentions tertiaires, c'est-à-dire un temps que je n'ai pas vécu moi-même et que je reçois de ceux qui m'ont précédé. À partir de la République, et en passant par Phèdre, ce ne sera plus un autre temps dont il sera question. Ce sera de l'être en tant qu'il n'est pas le temps, en tant qu'il est hors du temps, en dehors du temps. Et ça, c'est absolument fondamental. L'origine de ce qu'on appelle la métaphysique, c'est la métaphysique en tant qu'elle constitue une espèce de régression par rapport à ce qui se pensait avant Platon, depuis Thalès jusqu'à Socrate. Eh bien, c'est cette opposition entre le temps d'un côté et l'être de l'autre. Si Heidegger, d'ailleurs, est un philosophe si important à mes yeux, aussi problématique qu'il puisse être parfois, c'est parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Être et temps », où il essaye de penser le rapport entre l'être et le temps, non pas comme une opposition, mais comme une L'être est le temps, dit-il. L'être, c'est une face, c'est le temps. Alors, quoi qu'il en soit, ici, le désir d'élévation, dans Phèdre, dis-je, témoigne de ce que Platon présente désormais comme une participation au divin. Vous vous souvenez, il disait l'âme participe au divin. C'est une expression qu'on retrouvera dans Aristote, dans le traité de l'âme d'Aristote. Cette participation au divin, dit-il, elle s'exprime comme amour et désir du beau, du sage et du bon. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Ce qui est divin, c'est ce qui est beau, sage et bon. En grec, kalon, sophon et agathon. Le beau, le sage et le bon sont les nourritures de l'âme, dit Platon dans Phèdre. C'est-à-dire, plus exactement, elles sont ce qui nourrit l'âme en lui donnant des ailes. C'est ce qui fait pousser les ailes de l'âme. Et de fait, si les ailes poussent à s'élever vers le beau, le sage et le bon, elles permettent de s'envoler vers le beau, le sage et le bon. C'est parce qu'elles se nourrissent du beau, du sage et du bon. Elles vont vers cela parce qu'elles en ont besoin pour se nourrir, nous dit Phèdre. À l'inverse, les contraires, la laideur et la méchanceté par exemple, détruisent ces ailes, dit Platon, ce pouvoir de s'élever, qui du coup perd toute chance de trouver la force de revenir à sa source. Comment est-ce qu'on doit comprendre cela dans le langage contemporain?
Nous pourrions dire dans le langage contemporain que quand l'âme n'est pas nourrie de beau, de sage et de bon, eh bien elle devient laide et méchante. Et dans le langage de Marcuse, on dirait, elle est dans la désublimation. C'est ce que nous vivons. C'est exactement ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'élever ses enfants, parce qu'ils sont exposés absolument en permanence à la laideur, à la méchanceté, à la vulgarité, à l'ignorance et à la bêtise, qui dominent au plus haut sommet des États et des organisations internationales. Et évidemment, qui ne trouvent plus les ailes pour s'envoler. Vous comprenez bien que je critique beaucoup Platon dans ses dialogues, mais je critique au sens strict, c'est-à-dire que j'essaye de le suivre le plus loin possible. Et bien entendu que sur ces questions-là, je le suis tout à fait. Et ces questions de Platon aujourd'hui sont d'une extrême actualité. Le beau, le sage et le bon, ce sont des idéalités qui permettent des processus de sublimation, c'est-à-dire de transformation des pulsions en investissement et en désir. Et ça, c'est ce qu'on est en train de détruire. Mais, je ne vais pas vous en parler maintenant, j'en ai d'ailleurs souvent déjà parlé, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que je pense que si nous devons remonter aux sources pour franchir une chute, pour essayer de remonter au-delà, pour retrouver dans notre 21e siècle les ressources pour sortir de la situation calamiteuse de désublimation dans laquelle nous sommes, eh bien, nous devons prendre conscience du fait que Platon est lui-même cette chute. C'est-à-dire que ce Platon qui nous explique tout ce que je suis en train de dire là, et comme étant lumineusement éclairant pour notre temps, il participe aussi, en particulier par le revirement qui va s'opérer dans la République, à provoquer les conditions de ce qui va finir par conduire à ce que nous subissons comme étant ce qu'il dénonce lui-même. Voilà ce que je soutiens. Revenons aux âmes ailées. Les chars des dieux, eux, sont dans un équilibre parfait. Donc les âmes des dieux ne tombent jamais. Elles ne sont pas clivées. Elles sont une et entières. Elles ne sont pas coupées en deux. Mais les autres montent avec peine, nous dit Platon. Elles montent avec peine vers le haut du ciel, d'où elles peuvent contempler les réalités qui sont en dehors du ciel. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont en dehors du ciel? Ces réalités, c'est parce que le ciel, nous le voyons, nous. Quand nous avons les yeux tournés vers le haut la nuit, nous voyons le ciel. Et Platon dit, mais il y a quelque chose au-delà de ce ciel que nous voyons. Quelque chose qu'on ne peut pas voir avec des yeux d'un corps. On ne peut voir qu'avec des yeux de l'esprit. Et qui sont les idées. Ce que dans le dialogue suivant, dans la République, il appellera les idées. Ces âmes qui ne sont pas purement divines, les nôtres en l'occurrence, sont condamnées à chuter dans un corps mortel, mais avant leur chute, elles ont quand même pu contempler les réalités éternelles ou intelligibles qui sont au-delà du ciel. Cet au-delà du ciel, Platon nous dit, aucun poète ne l'a jamais chanté. Aucun poète, dit-il aussi, ne pourra jamais en parler dignement. Il est en train de préparer ce qui se dira plus tard dans la République. Seuls les philosophes peuvent parler de cela. Et donc, n'écoutez pas les poètes. Il soutient que c'est au-delà de la force de la poésie elle-même. Alors, que fait donc une âme pendant ces révolutions dans les cieux? Révolutions, voulons nous dire donc qu'elle tourne à l'intérieur des cieux. Eh bien, elle contemple les essences. Elle contemple les essences et elle s'en nourrit, elle s'en imprègne. Les essences constituant ce que Platon appelle ici les objets de la science véritable. Et donc, pendant ces révolutions célestes, l'âme contemple la justice en soi, la sagesse en soi, la science qui a pour objet l'être absolu, je cite ici Platon, c'est là, c'est cette phrase-là, c'est-à-dire l'objet de l'intelligible. L'intelligible étant ce qui désormais s'oppose au sensible. L'intelligible c'est là-haut dans le ciel, le sensible c'est là-bas, en bas, sur la terre.
Donc toutes les âmes, y compris les âmes impures qui sont constituées par un attelage où il y a un cheval vicieux, peuvent voir les essences, les contempler, mais seules les âmes pures des dieux les contemplent véritablement. Car les autres essayent de les contempler, mais elles n'y arrivent pas vraiment. Elles les entrevoient en quelque sorte, elles les voient un peu de travers. Tantôt elles s'élèvent et tantôt elles s'abaissent, dit Platon. Enfin, dit Socrate dans le dialogue de Platon. Et donc, le déséquilibre qu'elles subissent, c'est même avant même de tomber sur la terre qu'elles le subissent. Hein. Elles sont déjà clivées là-haut. C'est pas sur terre qu'elles deviennent clivées, c'est là-haut. Et de ce fait même, elles ne voient les essences que par bribes. Elles ne les voient pas vraiment. Et finalement, elles tombent. Tiens. Elles tombent comme l'ange déchu. Elles tombent parce qu'elles sont gorgées de vices et d'oubli. Vous vous souvenez qu'on se demandait, mais pourquoi l'âme avait oublié dans le Ménon? Vous vous souvenez de ça? Si nous lisons Phèdre, c'est pour aller vers la République, mais c'est aussi pour comprendre, mais qu'est-ce qui faisait que l'âme, dont parlait déjà Socrate dans Ménon, avait tout oublié? On ne le savait pas. Et là, on le sait. Elles ont tout oublié parce qu'elles sont gorgées de vices. Elles ont été déséquilibrées par le mauvais cheval, etc., etc. Vous allez me dire, mais ça ne nous apprend rien du tout, parce que tout ça, ce sont des histoires, ce sont des images. Oui, ça nous apprend des choses. Ça nous apprend que précisément, on ne peut pas penser chez Platon en tout cas tout cela, autrement que, ou bien en restant dans la mythologie et l'âge tragique, ou bien en renversant complètement le sens de l'âge tragique. Et donc en rompant avec le temps dont on vient. Gorgées de vices et d'oubli, les âmes s'alourdissent, perdent leurs ailes et tombent vers la terre, dit Platon. Notons ici que la vérité, aletheia, ça n'est donc plus ce qui sort du latent, ce qui surgit de ce qu'était l'oubli, mais c'est ce qui précède l'oubli. Maintenant, la vérité est avant l'oubli. L'oubli, c'est ce qui arrive par la chute. Mais il y a une vérité pure qui existe avant l'oubli. Pour les Grecs, je pense que les Grecs d'avant Platon, c'était inconcevable, cette conception de la vérité. Mais maintenant, cette vérité devenant aletheia, cette aletheia qui ne sort plus du latent, eh bien, elle va devenir orthothèse. Et cette orthothèse, on verra bientôt, tout à l'heure j'en parlerai un tout petit peu pour conclure, que finalement c'est elle qui conduit à la République, c'est-à-dire à une conception de la vérité qui est rendue possible par l'écriture. Par l'écriture en tant qu'elle permet l'exactitude, qu'elle permet une remémoration exacte, dont Platon lui-même nous prévient du fait que cette remémoration exacte peut être totalement trompeuse. Ça, c'est la fin de Phèdre. C'est difficile de suivre ce cours parce que Platon, c'est extrêmement difficile. Vous vous en rendez compte? C'est-à-dire qu'il est toujours en train de dire un truc et hop, de faire autre chose. Ça fait penser à Sarkozy un peu, vous voyez ce que je veux dire? Toujours, hop. C'est mieux quand même. Mais ça ressemble un peu. C'est-à-dire que toujours en train de ou c'est l'escamoteur, vous savez, il vous occupe avec une main, puis pendant ce temps-là, il fait autre chose. Donc il est en train de nous rouler dans la farine, comme on dirait, un langage un peu familier. Alors, passer de l'aletheia à l'orthothèse, c'est perdre la mémoire de l'anamnésis même, pour moi. Hein. Si on dit que la vérité est anamnésis, vous vous en souvenez, je vous disais au départ de ce cours, la vérité est anamnésis parce que la vérité est aletheia, c'est-à-dire sortie de l'oubli. Donc l'oubli est à l'origine même. C'est ce que je dis quand je dis qu'à l'origine, il n'y a qu'un défaut d'origine. Et là, je soutiens que Platon est en train de nous emmener vers une autre conception de la vérité. Bon. Quoi qu'il en soit, mais précisément dans ce passage-là, maintenant, Phèdre revient à Ménon et à la question de l'anamnésis, justement. Il réactive ce qui constituait le point de départ, à savoir que, pour pouvoir dire ce que c'est que la vertu, vous vous en souvenez dans le Ménon, hein, pour pouvoir dire ce que c'est que la vertu,
nous disait Socrate, il faut avoir accès à ce qui fait l'unité de la série de tous les exemples de vertu qu'on peut donner. Vous vous souvenez de ça? On peut donner, bon, Platon demande à Ménon, enfin Socrate demande à Ménon, mais qu'est-ce que la vertu? Et Ménon donne des tas d'exemples différents. Socrate lui répond, mais ça c'est pas la vertu, ce sont des exemples, ce ne sont que des exemples, ce sont des cas, divers cas. Et à partir de ces divers cas, le but est de remonter à l'unité de tous les cas, qui est la vertu en tant que telle, ce qu'on appelle l'essence de la vertu. C'est toujours ça la question, hein, c'est comment on peut accéder à l'essence. Et vous vous souvenez, c'est précisément à ce moment-là que Ménon dit à Socrate, mais tu te fous de moi, si tu ne la connaissais pas déjà, tu ne pourrais pas la trouver, etc. C'est la fameuse aporie de Ménon. Et c'est là que Socrate répond, mais effectivement, je la connais déjà. Mais je ne le sais plus, je l'avais oubliée. Et c'est ça que nous essayons de comprendre, et c'est ça que Phèdre essaye d'expliquer. Avec ceci que maintenant, le divers, c'est devenu non pas la diversité des choses que je peux rencontrer dans l'expérience, mais la diversité des sensations. Il y a l'unité des cas, et puis il y a la diversité des cas. L'unité des cas, comme la vertu, c'est ce qui fait l'essence qui rassemble tous ces cas. Puis il y a la diversité, mais cette fois-ci, la diversité, c'est la multiplicité des sensations. Pour être homme, en effet, il faut comprendre ce que l'on appelle le général, qui, partant de la multiplicité des sensations, les ramène par le raisonnement à l'unité. Or, cette faculté est une réminiscence des choses que notre âme a vues quand elle cheminait avec l'âme divine, et que, dédaignant ce que nous prenons ici-bas pour des êtres, elle se redressait pour contempler l'être véritable. Voilà, donc nous sommes bien revenus à la question de l'anamnésis. Mais avec un déplacement. C'est que cette fois-ci, ce dont on nous parle, c'est des sensations du corps. Et le corps, c'est le corps qui est devenu trompeur, et c'est au-delà du corps qu'il faut aller. Ça, c'est très important parce que cette question de l'opposition entre le corps et l'âme, qu'on voit apparaître ici chez Platon véritablement, eh bien, par exemple, vous la retrouverez dans la critique de la raison pure chez Kant, mais non pas sous le nom d'opposition de l'âme et du corps, mais de l'opposition entre l'entendement et l'intuition. Dans la critique de la raison pure, Kant explique qu'un phénomène ne peut se constituer que dans la mesure où il est constitué à la fois par des intuitions sensibles, ce que Platon appelle ici des sensations, hein, ce que Kant appelle le divers de l'intuition, qui est aussi ce que je reçois par mes sens comme une expérience. C'est le problème que Hume posait dans l'enquête sur l'entendement humain. Et l'unification de toute cette diversité des sensations sous un concept de l'entendement. La racine de cela est là, dans ce que je viens de vous lire. Ça, c'est 480 ans environ avant Jésus-Christ. Emmanuel Kant, c'est 1784. Vous voyez, donc, là, quand je vous disais, on remonte le temps, bon, vous voyez, il y a des moments, hein, et c'est très important d'étudier cette histoire de la philosophie pour faire de la philosophie. On ne peut pas se permettre de philosopher sans étudier cette histoire de la philosophie. À partir de ce passage de Platon, c'est ce que Platon avancera pour nous amener à conclure que, ça sera dans la République, que le corps est la cause de l'erreur. Et que donc il faut se désincarner, se désincorporer pour pouvoir accéder à la vérité. Tout sera à ce moment-là bâti sur l'illusion produite par les sens et la vérité constituée par l'intellect. Donc la main, par exemple, et le mental s'opposeront, etc., etc. C'est toute une organisation et toute une conception de la civilisation occidentale qui repose là-dessus. Cela étant, dans le Ménon, vous vous en souvenez, la réminiscence provenait d'un mystère, vous vous souvenez de ça? L'anamnésis, c'était ce qui ne pouvait être considéré sérieusement qu'en se penchant sur les mystères d'Éleusis, c'est-à-dire en revenant au mythe de Perséphone, etc. Et ça restait l'objet d'un mystère. Ça ne pouvait pas être, voilà, Socrate disait, je ne peux pas faire autrement, je suis obligé d'en appeler aux prêtres, aux prêtresses et aux poètes.
C'est un mystère. On ne peut pas rationnellement parler de cela. Ça dépasse l'entendement, comme on dirait aujourd'hui. Eh bien ici, à la fois le mystère est éclairci, élucidé et maintenu. Et si j'y insiste, c'est parce que les enjeux sont énormes. Le mystère est expliqué d'une certaine manière. S'il en va ainsi, c'est parce que l'âme est clivée, qu'elle tombe, etc., etc. Mais elle a vu des essences auparavant. Ah, vous allez me dire, c'est pas expliqué, c'est un dogme. On nous affirme ça de manière purement dogmatique. Oui, certes, mais ce dogme, lui, Socrate prétend que voilà, c'est la source, c'est la meilleure représentation possible d'une vérité expliquée. En même temps, il reste un mystère. Il reste du mystère parce qu'il faut avoir été initié à quelque chose qui relève désormais non pas du souterrain de l'Hadès, mais d'un au-delà qui est dans le ciel. Et si j'y insiste, c'est parce que, on l'a vu tout à l'heure, toutes les âmes qui sont impures, c'est-à-dire où il y a un cheval vicieux et qui vont tomber sur la terre, peuvent accéder plus ou moins à ce qui se voit au-delà du ciel, aux essences autrement dit, mais certaines âmes arrivent mieux à accéder que d'autres. Et puis il y en a qui n'y arrivent pas du tout. Alors les âmes, il y a un moment donné, c'est ridicule quasiment le texte de Platon, elles se marchent dessus, enfin, elles se battent, elles se cassent les ailes, enfin, elles sont vraiment grotesques. Et il y a toute une hiérarchie qui s'opère entre les âmes mortelles. Il y a les âmes qui auront vu le plus de vérité. Elles vont produire un homme qui sera passionné pour la sagesse. Comment s'appelle-t-il cet homme-là? Le philosophe. Pour la beauté, pour les muses et pour l'amour. L'âme qui tient le second rang donne un roi, juste ou guerrier. Il est courageux, mais il est déjà moins intéressant, moins intelligent que le philosophe. Et puis le troisième, ça donne un politique, un économe ou un financier. Le quatrième, un gymnaste, etc., etc., ou un médecin. Enfin, bref, il y a toute une hiérarchie qui se produit jusqu'au dernier des derniers, qui sont les laboureurs, etc. Alors, comment? Pardon? Non, mais aussi les artisans. Et les artisans aussi. Les artisans aussi. Alors, si j'y insiste, c'est parce que, d'abord, vous avez bien compris que ça veut dire que toutes les âmes ne peuvent plus accéder à la réminiscence. C'était plus du tout la position du Ménon. Hein. Dans le Ménon, même l'esclave de Ménon pouvait philosopher. Ici, non. Seuls peuvent philosopher ceux qui, quand ils étaient dans le ciel, ont acquis des dons de philosophe. Et que toute cette hiérarchie que je vous présente là, c'est ce que la République va traduire en un ordre social. Avec des philosophes qui guident les autres, y compris en utilisant le fouet s'il le faut, et les autres, plus ou moins instrumentalisés par les philosophes, formés par les philosophes quand ce sont des rois. Alors ça donnera, comme je vous l'ai déjà dit, parfois des choses impressionnantes quand même. Hein. Alexandre le Grand, formé par Aristote. Mais, eh oui, Alexandre, à 20 ans, a conquis le monde après avoir été élevé pendant 10 ans par un philosophe qui s'appelait Aristote, qui était le meilleur élève de Platon, qui était lui-même le meilleur élève de Socrate. Donc voilà, ça sont des choses très importantes. Ce n'est pas le seul, beaucoup d'empereurs romains aussi ont été élevés comme ça. Mais tout ça va conduire à un renversement où, dans la République, eh bien, il va y avoir un ordre social très autoritaire, en réalité, reposant sur une hiérarchisation des âmes, et certaines âmes étant vouées aux prisons souterraines. Les prisons souterraines étant... oui, pardon. C'est ce fameux ancien travail... Allez-y. Que dire de ce mythe qui est à la fin de la République, qui est le mythe d'Air, ou qui redevient un mythe souterrain finalement, et qui fait que les âmes, là, en particulier cet épisode de l'âme d'Achille, qui choisit une vie de petit paysan très calme où il n'arrive à rien, pour le coup, on revient dans le souterrain. C'est vrai, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Mais ça, c'est typiquement le côté Sarkozy de Platon, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, il prépare la suite, qui d'ailleurs reviendra aussi dans le Timée, parce qu'à la fin, le dernier Platon va revenir au début. C'est pour ça qu'il est absolument fascinant, ce philosophe. C'est l'éternel recommencement.
Oui, disons qu'il est sans cesse en train de remettre les choses en question. Je me permets de vous rappeler que quand j'avais commencé ce cours, je vous avais dit que La République, il l'écrit après son voyage en Sicile. Il est traumatisé. Il a été vendu comme esclave. Il a été emprisonné. Il est dans, à mon avis, une période de grand ressentiment contre les politiques en particulier. Donc il dit, il y a les philosophes, et ensuite il y a les tyrans. Je pense que c'est un livre absolument magnifique en même temps, La République, parce que, en tout cas, le livre 7 est une merveille. Mais, comme je vous l'avais déjà dit, c'est un livre que je n'aime pas parce que je pense que c'est un livre qui n'est pas aimant lui-même. C'est un livre qui est pas bon. Maintenant, c'est compliqué. Donc, vous avez tout à fait raison. De toute façon, Platon est perpétuellement en train d'hésiter. Il est comme le char avec ses deux chevaux. Il est perpétuellement tiraillé entre deux tentations. Il veut s'appuyer sur la tradition grandiose de la Grèce tragique. En même temps, il veut s'arracher à cette tradition. Et parfois, d'ailleurs, avec de bonnes raisons, parce que cette tradition n'a pas que du bon, loin de là. Donc, c'est très compliqué. Mais on va y revenir sur cette question, mais ça sera que l'année prochaine. Voilà. Voilà. Alors, donc, il y a ceux qui vont dans leur prison souterraine, et ils vont purger leur peine. C'est-à-dire qu'on voit apparaître ici, ce que j'avais présenté l'autre fois, c'est l'apparition de l'enfer. De l'enfer, de la culpabilité. Tiens, Platon est en train de fonder le sentiment de culpabilité en Occident, qui n'existait pas chez les Grecs. Ça, j'en suis absolument certain. De toute façon, lisez les Grecs classiques d'avant Platon, il n'y a pas de culpabilité. Il y a de la responsabilité, mais il n'y a pas de culpabilité. Du coup, et voilà, maintenant, ce que nous allons voir, c'est que le philosophe, une fois qu'il est tombé sur Terre, comme tout le monde, il a perdu ses ailes, bien entendu, mais il est doué. Il est doté d'une mémoire que les autres n'ont pas. Il a vu plus que les autres la science de l'être en soi, etc., etc. Eh bien, ses ailes vont pouvoir repousser. À la différence des autres, lui, sur Terre, il a des ailes qui vont lui repousser. Comme dans la caverne, il va monter au ciel, eh bien, là, on va voir que, inspiré par le vrai, il va vivre détaché des passions humaines, dit le texte, là. Et il va se voir reprocher cela par les foules. Il est juste que seule la pensée du philosophe ait des ailes, car elle ne cesse de poursuivre de toutes ses forces par le souvenir les choses dont la possession assure à Dieu, etc. Et il va donc vivre détaché des passions, occupé de choses divines, et il va encourir les reproches de la foule. Évidemment, ça se réfère à Socrate, ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la foule va lui en vouloir au point qu'elle va le tuer, elle va le condamner à mort. Bon, tout ça est la répétition d'un thème qui revient régulièrement, on l'a vu souvent. Mais maintenant, quelque chose se passe, là, très intéressant. On va bientôt terminer, rassurez-vous. Quelque chose de pas intéressant. Ah, j'ai perdu. Non, c'est bon. Oui, si j'ai oublié un morceau, c'est quand Platon dit maintenant, je vais vous parler d'une quatrième forme de délire. Qu'est-ce que c'est que cette quatrième forme de délire? Eh bien, c'est l'état amoureux. Il revient sur le territoire du banquet. Il va reprendre tout ce que disait Diotima, mais autrement. Et il nous ramène aux deux des amoureux. En effet, chez le philosophe qui est tombé sur terre, c'est-à-dire qui n'est plus là-haut, qui est comme vous et moi à terre, déchu, une âme déchue, chez ce philosophe, la beauté corporelle de son interlocuteur le met dans un état amoureux qui lui rappelle les beautés qu'il a contemplées avant sa chute dans son corps. Et ces beautés qu'il voit, et qui réveillent en lui le souvenir de la beauté véritable, de la beauté pure du ciel, font repousser ses ailes. Réveillent le souvenir de la beauté véritable que l'âme revêt, et l'âme revêt des ailes, etc., etc. Et confiante en ses ailes nouvelles, elle brûle de prendre son essor, mais sentant son impuissance, elle lève comme l'oiseau ses regards vers le ciel. Elle les lève vers le ciel, tiens, comme saint François.
Elles se sentent attirées là-haut, comme l'oiseau, et négligent les choses d'ici-bas. Comme Thalès aussi, vous savez, vous connaissez l'histoire de Thalès et de sa servante qui se moque de lui parce qu'il regarde en haut et il tombe dans le puits. Mais pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? Attendez, je me suis complètement planté dans mes... Ouais, alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, on va essayer de se débrouiller. Cette élévation, puisque là on voit le philosophe qui veut s'élever. On est d'accord, hein? Il retrouve ses ailes, il veut s'élever. Cette élévation qui commence par le fait que des ailes lui poussent, elle a tout d'une érection. D'ailleurs, notez que ériger, le substantif d'ériger, c'est érection. Hein. Et une érection, l'érection d'un monument, par exemple, quand on dresse une statue de marbre, on voit ça de temps en temps dans des films, hein, on appelle ça l'érection du monument, ça a toujours quelque chose d'un peu phallique. Mais c'est une forme de l'élévation qui s'empare aussi parfois de cette partie du corps que Freud appelle le pénis. C'est-à-dire que, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous avez bien lu Phèdre, j'espère que vous avez lu ces passages-là, eh bien c'est très étonnant de voir les métaphores qu'utilise Platon pour décrire ce qui se passe quand les ailes poussent. Ça ressemble énormément à une érection, mais tout à fait organique. Hein. Nous sommes très très près du banquet ici, mais ce que disait Diotima se précise sensiblement. Si j'insiste sur ce point de l'érection, c'est pour justement revenir sur ce que je disais à propos de Platon, qui est toujours très compliqué. C'est-à-dire qu'il est en train de sublimer, de nous faire passer sur un autre plan que le corps, mais en même temps, toutes les images qu'il utilise, quand il décrit comment l'aile se gonfle, dit-il, se gonfle de sève, etc., c'est véritablement étonnant. Il utilise tout l'imaginaire sexuel de son lecteur pour le faire adhérer à sa rhétorique imagée. Et c'est tout à fait étonnant. Quoi qu'il en soit, la beauté est devenue ici, comme dans Diotima, ce qui rappelle aux philosophes le plus sensiblement, mais aussi le plus intellectivement possible, ce qu'il a pu voir dans l'au-delà des cieux. Et elle est devenue le principe même de la réminiscence. C'est-à-dire que ici, Platon dit, la réminiscence, ça passe par l'expérience de la beauté. C'est vraiment le beau qui est à l'origine de la réminiscence. Pourquoi? Parce que là où les autres essences sont très difficiles à voir, dit-il, c'est pas facile de discerner la justice, la vérité. La beauté saute aux yeux. Voilà, la beauté, ça vous pète à la figure. Et ça, vous ne pouvez pas la manquer. Alors, quand vous n'êtes pas philosophe, à quoi ça va vous conduire? Eh bien, comme on disait autrefois, à forniquer. C'est-à-dire à vouloir posséder l'objet beau. Mais quand vous êtes philosophe, ça va vous conduire à tout à fait autre chose. Ça va vous conduire à un commerce amoureux sublimé. Et à aimer non pas simplement l'objet beau, mais ce à quoi cet objet beau vous donne accès et qui est encore beaucoup plus beau. Pardon? Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle l'amour platonique. Oui, absolument. Absolument. Tout à fait. Alors, vous le savez, bon, l'âme est tombée dans un corps mortel, où elle est enfermée comme dans une huître, dit Platon. Le cheval vicieux qui était là-haut est devenu finalement le corps lui-même, parce que cette fois-ci, ce qui est le cheval vicieux, c'est le corps. Ça, c'est bizarre. Il y avait un cocher avec 2 chevaux, maintenant il n'y a plus que le cocher avec le corps. C'est assez étrange. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas parfaitement résolu. Et de temps en temps, notre corps, bien que notre corps soit une prison, et que notre corps soit une espèce de boulet que nous portons avec nous, d'après Platon, dans Phèdre, eh bien notre corps, de temps en temps, devient ce qui dépasse le corps lui-même. Parce que lorsqu'il voit un autre corps, par exemple le corps d'un bel éphèbe, eh bien, à travers le corps lui-même,
qui entre en émoi, il s'achemine vers quelque chose qui dépasse le corps. Voilà ce qui est bizarre. La beauté est si émouvante, dit Platon, qu'elle ranime le souvenir de ce qui a été vu avant la chute. Et ici, la vue, dit Platon, jouit d'un rôle particulier. Vous savez bien que la vue jouera un rôle très important dans la République, puisque c'est par la vue que la République, que le philosophe verra dans le ciel en sortant de la caverne, etc., le vrai, ce qu'il appellera à ce moment-là le souverain bien. La vue, donc, devient, elle est l'organe le plus subtil du corps. Et quand c'est un corps habité par une âme de philosophe, eh bien, le philosophe ne va pas vouloir s'approprier ce corps, il va être il va être frappé de respect pour ce corps par sa beauté. La beauté va lui inspirer le respect et non pas ce qui est le destin d'une libellule, par exemple, avec une autre libellule, qui est la copulation. Ici, loin de sentir du respect à sa vue, cette partie-là du vivant, c'est ce qui cède à l'aiguillon du plaisir comme une bête, dit Platon. Alors, je ne vais pas continuer à vous lire tout ce que je voulais vous lire, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, voilà l'heure qui tourne, et j'y arrive pas. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qui vient derrière ces passages, c'est toute une théorie de l'idéalisation de l'amant. Théorie de l'idéalisation qui va être à l'origine de la théorie des idées. Et cette théorie de l'idéalisation de l'amant, c'est ce qui va conduire Platon à faire une théorie du mirage d'une âme dans l'autre. C'est-à-dire qu'il va décrire à un moment un circuit qui se passe entre deux âmes qui s'aiment, en particulier quand l'une d'entre elles, voire les deux, sont philosophiques. Et ce circuit, c'est ce qui va faire que une âme se mirant dans une autre âme, elle va accéder à ce qui est caché et oublié en elle. C'est-à-dire que c'est l'autre âme, par sa beauté, qui va lui inspirer la beauté qu'elle a en elle-même comme un souvenir. Et donc elle va se projeter dans l'autre, qui est le beau, qui est l'être beau. Et cet être beau va lui renvoyer une image qui va la transformer elle-même et va lui redonner des ailes. En gros, c'est ça le processus. Alors si j'insiste sur ce point, qui nous envoie à une espèce de situation de psyché, ça s'appelle une psyché. Si j'insiste sur ce point, c'est parce que là, on est au plus près de la psychanalyse. On est au plus près de la psychanalyse au sens où je crois que l'expérience de la psychanalyse, c'est ce qui montre qu'une âme n'accède jamais à elle-même, par elle-même. Elle accède à une âme, on dirait dans le langage de Freud, à un inconscient. Une conscience et un inconscient. On ne parlerait pas d'âme, on parlerait d'appareil psychique. Il n'accède à lui-même qu'à travers un autre appareil psychique, qui peut être un être aimé ou un psychanalyste, dans certains cas, qui du coup devient un objet d'amour. C'est ce qu'on appelle le transfert. Et ça, c'est absolument, j'insiste sur ce point, ce que je vous ai déjà dit, c'est ce qui met en évidence le caractère absolument génial de ce dialogue de Platon. C'est-à-dire qu'il y a une capacité à voir venir ce qui va prendre plus de 2000 ans à être théorisé par la pensée occidentale d'une manière rigoureuse. Il le voit avec une espèce de préscience absolument hallucinante, qui est très inspirée, évidemment, par la mythologie grecque, là il cite la mythologie grecque, et évidemment par la statuaire et par toutes ces représentations. Alors ça, c'est pas grec, bien entendu, c'est inspiré c'est Canova, donc il s'est inspiré, c'est Eros Hellé, et Psyché qui s'embrassent. Voilà. J'aurais voulu vous parler beaucoup plus longuement de ce que je vais vous dire maintenant de façon très résumée. À savoir que, après avoir parlé de cette façon hallucinante, Rousseau disait, vous le savez, il n'y a pas de plus beau dialogue que Phèdre,
Et ça n'est pas pour rien, c'est parce que c'est un dialogue hallucinant en effet. Après avoir tenu ce discours que Socrate tient à Phèdre en le présentant comme étant ce qu'il appelle sa palinodie, vous vous souvenez de ça? Et vous vous souvenez qu'est-ce que c'est que la palinodie de Socrate? Eh bien, c'est le fait que Socrate, dans un premier temps, avait demandé à Phèdre que raconte Lysias sur l'amour. Phèdre l'avait plus ou moins bien raconté. Et Socrate avait commencé par prendre la position de Lysias. C'est-à-dire, il avait commencé par faire ce que fait tout bon dialecticien, c'est d'abord aller au bout du raisonnement de celui avec lequel il va se battre, et vraiment s'approprier complètement son point de vue. Et ensuite, il avait prévenu Phèdre en disant tout à coup, je vais pratiquer ma palinodie, c'est-à-dire mon renversement de position. Je vais totalement renverser ma position. Qu'est-ce qui distingue ça d'ailleurs d'un point de vue de sophiste? C'est compliqué quand on y réfléchit, hein, parce qu'un sophiste vous dit aussi ça, je vais dire une chose et après je vais dire le contraire de la chose. Bon, évidemment, là la différence c'est que la Socrate défend un point de vue, alors que le sophiste dit je défends les deux en même temps. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que l'opposition claire entre sophiste et philosophe, c'est pas toujours simple, hein, quoi qu'il en soit. Après avoir dit cela, après avoir raconté son allégorie de la mêlée, et après avoir stupéfait et complètement séduit Phèdre, après s'être excusé d'ailleurs auprès des dieux en disant « Pardonnez-moi, j'ai parlé poétiquement comme ça, c'est à cause du petit Phèdre. » C'est-à-dire en expliquant qu'il est dans un état pas tout à fait normal et qu'il est tombé amoureux de Phèdre. Hein. Il fait le coup très souvent, Socrate, hein, quand il parle avec de beaux jeunes gens comme ça. Eh bien, on se met à parler de Lysias. On revient à Lysias. Et on se demande, mais alors, qu'est-ce que pensait de Lysias? Qu'est-ce que dirait Lysias? Et à ce moment-là, on se met à parler du fait que le discours de Lysias est écrit. Et que tout ce qu'a dit Socrate là, il l'a improvisé sur le champ dans la discussion. Tandis que Lysias a écrit son discours, et on se demande, mais alors est-ce que c'est bien ou pas bien d'écrire? Et Socrate dit, ah, ça peut être très mal. Par exemple, ce que fait Lysias. C'est pas bon, c'est pas un bon discours. Il y a aussi des rois ou des puissants, des hommes politiques qui se font mousser, on dirait aujourd'hui, avec l'écriture. Mais en même temps, il ajoute, Périclès, il écrit. Et beaucoup de très grands hommes écrivent. Et donc il dit, l'écriture, ça n'est pas si mal que ça. La question, ce n'est pas l'écriture, c'est comment bien écrire. C'est comme la parole. La parole, on peut s'y opposer. On peut en mésuser. On peut utiliser la parole pour mentir, bien entendu. Donc le problème, ce n'est pas la parole, c'est le mensonge. L'écriture, c'est pareil. L'écriture peut être nécessaire, et même elle l'est nécessaire, dit-il à un moment donné, à propos de Solon, de Lycurgue, de Darius, je vous le cite. Un orateur ou un roi est capable de revêtir la puissance d'un Lycurgue, d'un Solon, d'un Lycurgue, d'un Darius, et de s'immortaliser dans un état comme un faiseur de discours. Il se regarde lui-même comme un dieu durant sa vie, et la postérité ne porte-t-elle pas sur lui le même jugement en considérant ses écrits? Je retrouve plus ce que je voulais dire, excusez-moi. Enfin, il conclut en disant « Le fait même d'écrire des discours n'emporte pas de honte. Ce qui est honteux, c'est de ne pas parler et écrire comme il faut. » Et que la gloire même des puissants et de ceux qui méritent de l'être nécessite l'écriture, d'une certaine manière. On en revient à ce que je vous disais des rétentions tertiaires, en tant qu'elles permettent d'accéder finalement à la mémoire. Et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque je posais que l'âme étant tombée, ayant perdu la mémoire, elle a besoin de ces prothèses pour pouvoir reconstruire quelque chose comme une mémoire. Quel est l'enjeu du discours, alors, que Platon va nous tenir sur le pharmakon,
dans le mythe de Teut que je ne vous lirai pas aujourd'hui, qui est tout à fait la fin du dialogue, et où, vous vous en souvenez, vous l'avez lu, je suppose, Platon raconte que Teut, un dieu ou un démon, il l'appelle aussi, égyptien, qui est à l'origine du tric-trac, du jeu, de la numération, de toutes sortes de choses, et de l'écriture, va voir Tammuz, le roi de Thèbes, de la Thèbes qui se trouve en Égypte, et pour lui présenter sa découverte, et Tammuz lui dit, oui, très bien, mais en fait, ton écriture va faire perdre la mémoire à ceux qui s'en servent. Ce texte-là a été énormément commenté par Jacques Derrida, je l'ai moi-même beaucoup utilisé, le commentaire de Derrida, et ce texte, je m'y réfère sans cesse, parce que Derrida a soutenu, à partir de là, que Platon, et je pense qu'il a raison, que Platon va opposer l'écriture, qu'il appelle aussi hypomnésis, à l'anamnésis, c'est-à-dire à la mémoire véritable. Il va poser que la mémoire technique de l'écriture est en fait une mémoire trompeuse, et que non seulement c'est une mémoire trompeuse, mais c'est une mémoire qui fait perdre la mémoire. C'est un pharmacone qui est dangereux comme tous les pharmacas, et qui peut venir diminuer ce qu'il est censé soigner. En même temps, quand on lit le texte de près, les 10 pages qui précèdent ce récit du mythe de Teut montrent très bien que Socrate n'arrête pas d'expliquer pourquoi le problème n'est pas l'écriture, mais la façon dont on écrit, et dont on peut mésuser de l'écriture. De ce point de vue-là, on pourrait contester la lecture que Derrida a proposée, disant que Platon récuse que l'écriture servirait, pourrait être du côté de la vérité, disons, ou de la nécessité, ou de la philosophie. C'est pas si clair que ça, parce que sinon Socrate me dirait, et je ne vous ai pas cité, on n'a plus le temps, mais j'avais sélectionné une vingtaine de citations où on voit Socrate dire non, la question c'est pas l'écriture, c'est une certaine façon. Ce qui est derrière cette question-là, c'est l'opposition entre la rhétorique et la dialectique. C'est par ça que je voulais conclure mon cours de cette année, et en fait préparer l'introduction du cours de l'année prochaine. À travers la question du pharmacone, quelle écriture? Et à travers une espèce d'opposition dramatisée que Platon fait entre l'anamnésis, que recherche le philosophe, et l'hypomnésis, que pratique le sophiste. C'est-à-dire le mensonge appuyé et soutenu par la manipulation des esprits à travers l'écriture. Vous vous souvenez, à travers des rétentions tertiaires qui permettent de manipuler les rétentions secondaires, j'avais parlé de ça il y a un mois ou deux, et c'est ce qu'on retrouvera dans le livre de la caverne. Ce qui est en jeu derrière tout cela, c'est une opposition entre la rhétorique et la dialectique. Qu'est-ce que la rhétorique? C'est ce que pratiquent les sophistes pour convaincre, pour persuader, dit exactement le grec, c'est le verbe pitanon en grec, la persuasion, pour persuader les gens de ce qui est faux. L'exemple que donne Socrate ici pour dire ce que c'est que la rhétorique, c'est évidemment un procès où il s'agit de prouver, quelle que soit la situation des plaignants, de toute façon, de donner raison à celui qui plaide. Voilà. Que ce soit vrai ou pas, sa position importe peu. Un bon rhéteur, c'est celui qui est capable de faire ça. Et ça, Socrate dit ici, quand on est vraiment philosophe, c'est-à-dire quand on tient vraiment le discours de la vérité, on n'a pas besoin de la rhétorique. La vérité est autosuffisante pour persuader. On n'a pas besoin d'utiliser des techniques de persuasion. Les gens qui parlent vrai sont persuasifs par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'utiliser je ne sais quel subterfuge, des cabinets de conseil comme Mitterrand avec Séguéla, etc., etc. Ça fonctionne par soi-même. À notre époque, on a du mal à trouver des discours qui fonctionnent par eux-mêmes. Mais bon. Ce dont on a vraiment besoin comme savoir du langage, ce n'est pas la rhétorique, c'est la dialectique, dit Socrate. Qu'est-ce que la dialectique?
La dialectique, vous le savez bien, ça vient du dialogos, c'est-à-dire que ça vient de la pratique du dialogue. Mais là, la dialectique se précise beaucoup. Je vais essayer quand même de vous retrouver. Elle se précise beaucoup et elle change de sens. La dialectique devient une démarche intellectuelle mise au point par Socrate qui repose sur deux temps, la synthèse et l'analyse. La synthèse, ça consiste d'abord en fait en une anamnésis où je vais, quand je discute de quelque chose, essayer de retrouver la définition de la chose, c'est-à-dire finalement avoir une vue d'ensemble d'emblée à travers ce premier moment de la dialectique, ramener d'une seule vue, embrasser d'une seule vue et ramener à une seule idée les notions éparses de côté et d'autre. Typiquement la vertu dont on parlait tout à l'heure, hein, on en a plein d'exemples, on va essayer de ramener tout ça, comme dira Kant à propos de l'entendement, sous un concept. On va unifier le divers sous un concept, afin d'éclaircir par la définition le sujet qu'on veut traiter. Donc Platon, là, propose de méthodiquement commencer par définir ce dont on parle. Il a bien raison, hein. Quand on veut discuter correctement, pas partir dans tous les sens, et discuter rationnellement, on commence par poser des définitions. Quitte à s'apercevoir au bout d'un quart d'heure que la définition ne vaut rien. À ce moment-là, on raye la définition, on change de définition. Mais il faut que ce soit d'un commun accord qu'on change de définition. Parce que s'il y en a un qui résonne avec une définition et l'autre avec une autre, ça ne marche plus. Donc la dialectique doit commencer par là. Cette position-là qui consiste à embrasser l'ensemble et à proposer une définition pour rassembler le divers, c'est ce qu'on appelle en philosophie la synthèse. En logique, on appelle ça la synthèse. D'accord ? Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on va procéder à l'analyse. C'est-à-dire, on va analyser le détail du concept, on va le diviser en ses éléments suivant ses articulations naturelles, en tâchant de n'y rien tronquer comme ferait un boucher maladroit. C'est-à-dire qu'on va découper le concept en éléments constitutifs pour essayer d'en constituer finalement une analyse. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail avec vous de tout cela, j'y reviendrai l'année prochaine quand on parlera de la République. Mais si je vous parle de cela, c'est parce qu'il se passe là quelque chose d'extrêmement important. Ce qui est extrêmement important, c'est que je vous ai dit il y a 15 jours que le 2 avait changé de statut, qu'au départ il y avait deux individus qui dialoguaient et que c'était dans leur dialogue que la vérité leur revenait en mémoire en quelque sorte, et que dans Phèdre, ce 2 qu'on trouve dans Ménon était rentré à l'intérieur de l'âme, était devenu deux tendances à l'intérieur de l'âme, qui une fois que cette âme est tombée d'ailleurs est devenue l'âme d'un côté et le corps de l'autre, c'est-à-dire la raison d'un côté et la passion de l'autre, la passion n'étant du coup plus du tout du côté de la raison, et étant son opposé. Eh bien ça se traduit par le passage du dialogos à la dialectique. Il y a une dialectique qui va devenir une technique logique de découpage, qui va permettre, qui aujourd'hui marche très très bien dans les ordinateurs. Hein. C'est ça qui est mis en œuvre en informatique, typiquement, qui permet de serrer des problèmes, de les analyser, et ensuite de les traiter, de les automatiser, etc., à travers un pharmacone qui s'appelle l'ordinateur, qui est une forme électronique de l'écriture d'ailleurs. Et ceci, eh bien, ça va avoir pour conséquence que Platon va totalement changer son rapport au langage. Il va finir d'ailleurs par dire que le langage est lui-même, comme le corps, une espèce de prison, qu'il faut s'en débarrasser, qu'il faut aller à quelque chose qui est la considération purement intellectuelle qui se débarrasse du caractère artificiel des mots, et il va fonder véritablement cette opposition qu'il y a entre l'intelligible d'un côté et le sensible de l'autre. Alors, c'est ce mouvement qui va conduire, si on récapitule un petit peu, il y a des philosophes qui sont ceux qui ont vu les âmes, les vérités de plus près, là-haut. Ensuite il y a les rois, puis les derniers, les artisans et les laboureurs. Et toute cette hiérarchie-là, eh bien, il va falloir la réorganiser à partir de quoi? D'une dialectique qui est la science du philosophe. La science du philosophe qui va imposer à tous les autres une certaine façon de raisonner, qui, elle, va être fondée donc sur des techniques synthétiques et analytiques
et qui va finalement conduire au projet qui est décrit dans la République, et qui nous reconduit à ce que je disais l'autre fois, à savoir une opposition entre le synchronique et le diachronique. Car au fond, qu'est-ce que va viser la dialectique? Elle va viser à décrire l'être absolument pur, c'est-à-dire purement synchronique, qui n'est plus du tout temporel, pour réduire toutes les diachronicités, les idiomes, les singularités, je sais pas, les différentes façons de parler, les différentes langues, les différentes manières de vivre, etc., à une chose absolument unifiée, qui aboutit finalement à cette espèce de tableau presque totalitaire que représente la République. Ce qui est provoqué par cela, à mon avis, c'est un changement de chance du pharmacone. Le pharmacone qui était à l'origine de la pensée tragique, selon moi, comme l'expérience d'un défaut d'origine précisément, et un défaut sans solution, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais s'en sortir de ce défaut, et qu'il faut le transformer en quelque chose qu'il faut, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de sortir du défaut, il s'agit de vouloir son défaut, comme Joe Bousquet disait « je veux être ma blessure ». Joe Bousquet, qui était un grand poète surréaliste, je en parle là parce que c'est pas lui, c'est Gilles Deleuze, parlant de Joe Bousquet, qui m'a beaucoup inspiré dans la vie. Joe Bousquet, je vous en ai jamais parlé ici. C'était un poète du début du XXe siècle, tout début du XXe siècle, qui faisait partie de la bourgeoisie, même de la grande bourgeoisie, un peu comme Roussel, les gens très fortunés, très heureux. Il était beau, il était riche, il était poète et écrivain. Mais il a dû faire la guerre comme tout le monde. Enfin, il y en a qui ont échappé, mais pas lui. Et il a pris une balle dans les reins, il s'est retrouvé grabataire, il n'a plus jamais pu se relever. Et il est devenu poète à cause de cela, parce qu'en gros, il dit, mais ce n'est qu'à partir de là que je suis vraiment devenu poète. Et ça, c'est ce qu'il exprime en disant, je veux être ma blessure. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, j'ai reçu une balle, elle est là, je ne peux plus me lever, eh bien je veux vivre ma blessure, je veux vivre ma situation. Et ça, je pense que c'est ce que les tragiques enseignent. Et c'est ce qu'enseigne encore Socrate, à mon avis, au début de ce qu'en rapporte Platon. Et c'est ce dont Platon veut sortir. C'est-à-dire que Platon, à un moment donné, pour des raisons historiquement explicables, je vous en ai déjà parlé, les massacres qui se passent à Athènes, enfin la corruption des hommes politiques, etc., les citoyens eux-mêmes. Il voudrait purifier, pacifier tout cela, mais évidemment, ce qu'il produit aboutit à une catastrophe. L'an prochain, j'essaierai de vous dire pourquoi et comment la République concrétise ce point de vue, mais je vous parlerai de la République, du livre 7 de la République, qui est un texte absolument magnifique, pour vous amener vers un autre texte beaucoup moins connu et beaucoup plus abscon d'ailleurs, en tout cas beaucoup plus austère, qui s'appelle Théétète, où l'on verra là comment Platon a totalement abandonné les positions initiales de Socrate et a renversé intégralement sa position. Et à partir de là, j'essaierai de vous dire aussi comment, à mon avis, on peut reprendre toutes ces questions en s'appuyant sur Aristote pour repenser à partir de la tradition grecque à nouveau frais. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis un peu désolé de ce cours qui était laborieux. J'ai dû refaire un peu à toute vitesse ce matin et je vous remercie de votre patience. Et on va faire une petite pause pour ensuite ouvrir une discussion. Et puis on boira un coup après, ça.